16h46 sur LCI. Merci d'être avec nous. C'est l'heure de votre grand dossier consacré à ce qui ressemble bien à une impasse pour Donald Trump contre l'Iran. Après 2 heures de réunion hier, le président américain a une nouvelle fois repoussé sa décision de refrapper ou non, alors que les négociations patinent. Pourquoi ? Quelles sont ces lignes rouges évoquées par Donald Trump ? On se posera toutes ces questions dans ce grand dossier. L'option militaire reste en tout cas sur la table. Nouvelle alerte de l'US Navy à Hormuz qui prévient qu'une opération est toujours possible ces prochaines heures. Le Sultanat d'Oman a découvert ce qui ressemble bien à des mines dans ses eaux. On retrouvera notre envoyé spécial tout à l'heure. On évoquera également la question du Liban, où Benyamin Netanyahou est loin d'arrêter sa guerre, avant d'évoquer l'Ukraine, où Vladimir Poutine s'apprêterait à frapper durement dans les prochaines heures. Voilà pour le programme du grand dossier, mais d'abord écoutez le secrétaire à la guerre américain, Pete Hegseth, à Singapour il y a quelques heures, qui résume peut-être parfaitement l'état d'esprit et la situation dans laquelle se retrouvent les Américains. Nous sommes aujourd'hui encore mieux armés qu'au tout début pour agir si nous y sommes contraints. Mais le président ne préférerait pas en arriver là. L'Iran sait donc très clairement quelles sont nos attentes. Et c'est à l'équipe de négociation de les concrétiser. Il se rapproche de notre position. Les pourparlers ont été productifs. Je pense qu'ils savent où il faut aller. Et j'ai toute confiance en cela, en notre président qui ne conclut que d'excellents accords. Ce sera quelque chose qu'il sera fier de défendre et qui garantira que l'Iran ne devrait pas posséder d'armes nucléaire et n'en aura jamais. Et pour ce grand dossier, je présente mes invités ce soir. Xavier de Giacomoni, bonsoir. Bonsoir Quentin. Éditorialiste, service international LCI. Le général François Chauvency est également avec nous. Bonsoir général. Je rappelle que vous êtes consultant géopolitique LCI. Emmanuel Véron est également avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie, spécialiste des relations internationales. Maya Kadra est également avec nous. Bonsoir Maya. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Et puis Ahmed Elki est également avec nous. Bonsoir. Rédacteur en chef du service Monde à Marianne. Voilà pour le programme, le casting de ce grand dossier. Mais d'abord, juste avant d'évoquer la situation américaine en Iran et toutes ces questions, on voulait revenir sur cette histoire digne d'un film d'espionnage et qui montre bien, malgré tout, le bras de fer qui oppose aujourd'hui les États-Unis à l'Iran. Une histoire de vastes réseaux iraniens qui opéraient jusque-là, il y a encore quelques jours, sur le territoire américain pour voler des technologies américaines et équiper l'armée des gardiens de la Révolution. Histoire invraisemblable que Marion Roussel va nous raconter. Bonsoir Marion, vous nous avez rejoint parce que avec cette technologie, eh bien, le département d'État américain annonce avoir démantelé donc ce réseau iranien qui aurait pu acquérir des outils militaires stratégiques au profit des gardiens. Que sait-on exactement de ce réseau ? Alors c'est un montage assez sophistiqué. Ce sont les mots mêmes utilisés par les Américains qui a donc été mis à jour. Et derrière ce réseau, il y a le nom d'un homme, Ali Maldsper, qui est donc un commanditaire iranien, basé lui en Iran. L'homme et ses complices en fait opéraient en créant des faux sites internet, de fausses entreprises, mais qui ressemblaient à des entreprises américaines existantes. Une fois les sites créés, cela permettait en fait de prendre contact avec d'autres entreprises américaines et puis ensuite de commercer avec eux. On voit ici le processus de signer des contrats avec ces entreprises américaines grâce à ces faux sites internet. Ensuite, les adresses de livraison données étaient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire dans un pays qui est allié des Américains. Et ensuite, les intermédiaires procédaient à l'importation clandestine de ces technologies vers l'Iran. Alors, on sait que les sommes escroquées se comptent en millions de dollars. C'est ce que le département d'État américain annonce. Et les intermédiaires iraniens ont cherché à acquérir des équipements stratégiques et de pointe. On parle par exemple d'analyseurs de spectre. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des outils déterminants, notamment dans le cadre de la guerre électronique, parce que ces analyseurs, ils permettent de détecter les fréquences des appareils ennemis. Alors par exemple, les drones, les avions, et donc de les viser, potentiellement aussi de les attaquer et de mettre à mal les forces offensives des ennemis. En réalité, Quentin, cette communication du département d'État américain, elle arrive dans un contexte où les États-Unis cherchent à démanteler les mécanismes financiers des gardiens de la Révolution. Ici, c'est une annonce passée par le département d'État américain, qui est en anglais ici, mais qui est aussi en arabe, parfois en russe, parfois en perse, pour appeler et promettre 15 millions de dollars de récompense pour toute information qui permettrait de déceler et détruire des montages financiers
marchés qui permettent de financer la défense des gardiens de la Révolution. Alors dans le viseur des Américains, on le voit ici, par exemple, c'est les avoirs iraniens sous forme de crypto-monnaies et donc de bitcoin qui sont ciblés. Fascinant. Merci beaucoup Marion Rossel pour cette explication. Xavier Giacomoni, ça paraît presque simple, en fait, finalement, de pouvoir escroquer comme ça des entreprises américaines stratégiques. Est-ce que c'était le plan parfait ? C'est très très simple et c'est souvent le plus simple et le plus évident fonctionne le mieux. Après, il y a deux aspects dans la question. Il y a eu escroquerie d'entreprises américaines, c'est-à-dire que le matériel n'a pas forcément été payé. Ça, c'est un aspect de la question. L'autre, quel matériel a pu être livré via Dubaï ? Alors en fait, le matériel était, semble-t-il, livré donc aux Émirats Arabes Unis et après partait en bateau, en contrebande vers l'Iran. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours, même maintenant en temps de guerre, énormément de trafic dans les deux sens du terme, entre les pays du Golfe, alors de Dubaï, évidemment aussi la péninsule de Musandam. Là, on est juste aux abords du détroit d'Ormuz. Le port de Qassab, par exemple, est un haut lieu du trafic entre les rives nord et sud du détroit d'Ormuz. Moi, j'ai pu observer des comportements de bateaux la nuit, justement aux abords du port de Qassab, extrêmement suspects. On se demandait vraiment ce qu'ils faisaient, alors que la guerre battait son plein. On n'était même pas dans le cessez-feu. Des boutres de 20 à 30 mètres qui font des allers-retours en pleine nuit, parfois tout feu éteint. C'est assez étrange. En fait, c'est une région du monde où il y a toujours eu énormément de commerce et où ce commerce a toujours été une certaine forme de trafic. Maintenant, sur le matériel, il y a des choses extrêmement graves qui ont pu être livrées, parce qu'on dit analyseur de spectre, ça peut paraître quelque chose d'assez banal. En fait, des analyseurs de spectre, vous en avez par exemple dans les F-35 ou dans les Rafales, parce que c'est toute la guerre électronique passe beaucoup par les analyseurs de spectre. Les fameux avions de guerre électronique américains sont bardés de ce genre d'instruments qui permettent de repérer des fréquences. Donc, des avions, des drones, des missiles, tout le matériel militaire émet forcément à un moment donné quelque chose qui peut être repéré et compris par l'ennemi. C'est quelque chose qui est potentiellement très grave pour les Américains. Avant d'évoquer la question justement de ce matériel qui aurait été pillé, cette technologie américaine qui se serait donc retrouvée entre les mains des Iraniens, un mot encore sur ce vaste réseau d'espions Maya Khadra. Ça veut dire aujourd'hui que le territoire américain est constitué d'espions iraniens aujourd'hui qui opèrent aux États-Unis et qui donnent des informations directement au régime islamique. Qu'est-ce qu'on sait de ce réseau ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espions comme ça, iraniens, aux États-Unis ? Alors, pas qu'aux États-Unis. Dernièrement, il y a eu plusieurs expulsions aux États-Unis de personnes proches du régime iranien, proches des gardiens de la Révolution aussi. Ce réseau-là a démantelé. Ce n'est pas le premier qui est démantelé aux États-Unis. Il y a toujours eu un peu une chasse aux espions. Ce qui est scandaleux là dans cette affaire, c'est qu'ils commerçaient. Il y avait des contrebande de marchandises qui arrivaient en Iran ou bien à des proxys iraniens, mais il y a eu des antécédents pour des cas comme ça. Je rappelle que cette année, il y a eu tout un réseau qui a été démantelé en Espagne et ils achetaient des pièces détachées pour faire des drones et ils les envoyaient au Hezbollah libanais, vous voyez. Et donc, et ça, c'était une énorme chaîne très clandestine des individus, en fait. Ce n'est même pas des réseaux très organisés, ce sont des individus et c'est ça qui rend la tâche un peu difficile parce que n'importe qui peut, par exemple, avoir son petit job le matin et puis le soir se livrer à du commerce illicite en se servant d'une étiquette tout à fait, légale dans les pays, avec des titres de séjour ou autres. Il y a eu également dernièrement un paquet de sanctions qui a été imposé sur des personnalités liées aux gardiens de la Révolution ou liées au Hezbollah aussi. Et en fait, tout ça fait partie de cette opération qui s'appelle Economic Fury. Alors ça ressemble en tous les cas à un camouflet pour l'administration Trump et plus généralement les États-Unis. On va prendre justement la direction outre-Atlantique à Washington, retrouver notre correspondante sur place, Sonia Dridi. Sonia, quelle est la portée de cette affaire aujourd'hui dans l'opinion américaine, dans les médias ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on affiche ça également comme un camouflet pour les autorités américaines ? Vous l'avez dit, c'est un camouflet pour cette administration et c'est donc une administration qui a
très peu parlé de ce qu'il s'est passé. Dans les médias aussi, il n'y a pas, l'affaire n'a pas été couverte de façon très dense. Elle a été couverte, mais en tout cas, on a une réaction du côté de Washington, puisque les États-Unis ont hier indiqué qu'il y avait une nouvelle série de sanctions visant justement ce qu'ils ont décrit comme un réseau iranien sophistiqué d'approvisionnement. Et puis, il y a eu le porte-parole adjoint du département d'État qui a expliqué que ces hackers iraniens auraient escroqué des dizaines de sociétés technologiques américaines. Pour l'instant, pas de réaction de la part du président qui déjà, on le sent, essaie de ne pas perdre la face dans ces négociations qui sont compliquées et qui semblent le déstabiliser. Mais c'est en effet un revers de plus pour l'administration Trump. Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI aux États-Unis. Merci beaucoup, Sonia. Parlons maintenant de ce matériel qui a été pillé. Général François Chauvency, est-ce qu'on se retrouve quand même là sur des technologies hautement stratégiques? À quel point elles sont importantes aujourd'hui? Je crois qu'il faut déjà rappeler que l'Iran est en guerre larvée avec les États-Unis depuis 47 ans. Donc en fait, ces réseaux de renseignement ou assimilés ont été mis en place depuis bien longtemps et ne font que assurer, je dirais, leur suivi par tous les moyens possibles, y compris en recherchant des équipements qu'ils n'auraient pas. Les Russes ont fait pareil. Je crois qu'il y en a d'autres qui font pareil. Peut-être des Chinois, peut-être d'autres, mais peu importe. C'est la loi du genre, donc il faut déjà bien prendre. Alors, quand on parle du revers, déjà, pour l'administration Trump, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je n'appelle pas ça un revers, je dis simplement que c'est un état de fait qui existe depuis toujours, quel que soit le pays, et que dès qu'il y a de l'argent à gagner, de toute façon, vous avez des gens qui vont essayer de faire ce genre de trafic. Et comme on parlait de Dubaï tout à l'heure, Dubaï est quand même le carrefour du trafic depuis bien longtemps sur plein de sujets, pas uniquement sur l'armement, justement, passage entre l'Iran et le golfe arabo-persique, et en l'occurrence les États-Unis. Alors maintenant, les équipements, en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments. Effectivement, il y a des éléments de haute technologie dont Xavier a parlé, mais à part ça, moi j'ai surtout retenu qu'il y avait une escroquerie, donc de l'argent qui a été escroqué des entreprises. Alors maintenant qu'il y a de l'équipement militaire qui a pu basculer, oui, vraisemblablement, parce que l'Iran n'est pas capable de tout faire. Et où allons-nous prendre, ou où va-t-il prendre ce dont il a besoin? C'est là où la technologie militaire est la plus avancée. Et où est-elle la plus avancée? Aux États-Unis. Donc en fait, c'est logique. Maintenant, il faut pas être naïf. De toute façon, c'est un combat permanent et que, je me répète, nous sommes bien dans une guerre qui dure depuis 47 ans entre l'Iran et les États-Unis, et que tout système qui permet finalement de saisir ce qu'a l'autre de bien, on essaie de le prendre par tous les moyens. Et je crois même qu'on peut dire, parce que je pense qu'il y a peut-être plus de criminalité dans cette affaire-là que de systèmes de renseignement. Mais les deux sont apparemment, je dirais, connectés. Ahmed Al-Kei. Oui, ça confirme aussi la méthodologie iranienne qu'on connaît. À un plus haut niveau, il y a les proxys. Ils ont toujours voulu prendre des intermédiaires. Pour la criminalité, c'est pareil. Les actes terroristes, ils ont opté pour des organisations criminelles comme intermédiaires. Et là, il y a des sociétés écrans de l'usurpation d'identité pour obtenir soit des éléments de militaires. On a parlé de système de chiffrement, de système dual qui peut être civil et militaire, et de l'escroquerie évidemment. Donc c'est la méthode iranienne. Et puis il y a l'élément des Émirats Arabes Unis qui, dans cette perspective de dynamique économique, permet la création d'entreprises de manière extrêmement facile, avec des possibilités offshore. Vous avez en un jour une entreprise avec évidemment peu de vérifications qui permettent aussi ce genre d'escroquerie. Manuel Véron, est-ce que vraiment ça peut aussi expliquer on va dire la défense iranienne dans cette guerre, si on apprend par le biais de ce vaste réseau, mais on peut s'imaginer, Maya nous le disait tout à l'heure, que des espions iraniens, il y en a partout, et il y en a visiblement peut-être aussi qui n'ont pas encore été découverts ou mis au grand jour. Est-ce que ça pourrait aussi expliquer à quel point l'Iran arrive à contrecarrer les plans américains, peut-être sur les drones, peut-être sur les avions? Est-ce qu'ils ont acquis, grâce à ces réseaux d'espionnage, la capacité de se défendre mieux face aux Américains? Non, je pense qu'on est toujours quand même dans une asymétrie. C'est-à-dire que les Américains ont énormément de moyens. Le général Chauvency le rappelait tout à l'heure, les technologies les plus avancées, ou en tout cas les moyens financiers et l'ingénierie de l'armement la plus importante se situe aux États-Unis. Donc c'est une sorte de pot de miel pour tout le monde. Alors là, des espions iraniens, des espions russes, des espions chinois, etc., etc. Donc c'est un véritable pot de miel. Mais si je reviens sur le sujet de l'asymétrie, en fait, les Iraniens, un peu comme François le disait, Chauvency tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 1979, dans la bascule géopolitique entre l'Iran, Israël et les États-Unis, avec la République islamique d'Iran,
il y a eu un travail très fort, très profond dès 79 de la part de Téhéran, d'infiltration de l'Europe occidentale, d'infiltration des États-Unis, notamment par le biais de ces proxys, avec l'évolution années 80, 90, 2000, par le Hezbollah, avec le Canada. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il serait intéressant dans cette affaire-là, qui, à mon sens, on n'a pas tout bien sûr, mais c'est une affaire sûrement parmi d'autres, vous voyez ? C'est-à-dire que là, quels sont les équipements qui ont été sortis, éventuellement copiés ? C'est a priori plutôt des sujets de transfert financier, donc qui participeraient à un effort de guerre et une forme de pillage pour la survie du régime. Je reviens au Canada et au Hezbollah. En fait, il y a une véritable œuvre discrète derrière le rideau de l'Iran via le Hezbollah et autres pour avoir des ramifications projetées au-delà du Moyen-Orient, en contact avec d'autres crimes organisés, parfois chinois, parfois pas, pour générer de l'argent, générer de l'information, générer des transferts, etc. Donc on est à mon avis un peu dans cet univers-là, dans cet écosystème-là. Et je terminerai simplement par dire, Maya rappelait le sujet de l'Espagne il y a quelques jours, quelques mois. Il y a aussi eu des arrestations, notamment d'un des cerveaux souhaitant projeter des attentats. D'ailleurs, il y a eu des attentats déjoués ces dernières semaines, ces derniers mois, contre des synagogues et autres sur le territoire européen. Et cet individu-là était bien projeté par le régime iranien. Vous voyez, donc il y a cette galaxie-là qui est effectivement construite depuis 79. La guerre actuellement en Iran est en train de faire éclater tout ça. Et c'est ce que menaçaient d'ailleurs les gardiens de la Révolution. Il y a eu plusieurs arrestations aussi en Israël, il ne faut pas l'oublier. 4 soldats notamment qui ont été arrêtés pour avoir photographié des sites sensibles pour le compte des Iraniens, et 2 jeunes aussi qui étaient là visiblement attirés par l'appât du gain. Pour revenir au matériel qui aurait pu être vendu, un analyseur de spectre, ça permet par exemple de détecter, de déterminer la position, la distance d'un radar. Et on se rappelle qu'il y a un radar extrêmement sophistiqué qui a été frappé de manière précise par les Iraniens au début de la guerre au Koweït, et on s'était posé beaucoup de questions. C'est un radar qui vaut plus d'1 milliard de dollars, qui permet de détecter les missiles qui arrivent, notamment dans les systèmes très haute altitude, THAAD ou Patriot. Et il y a peut-être un début d'explication à travers cette affaire-là. En tout cas, un radar en Jordanie aussi. Oui, il y en a eu plusieurs. Oui. C'est pour ça qu'on se pose la question, Ahmed El-Kaï. Juste un mot quand même sur les 15 milliards de dollars de récompense, parce que c'est aussi ça la sanction. C'est une mobilisation dans le cadre d'une guerre économique menée par les États-Unis. C'est des millions. 15 millions. 15 millions, oui. J'ai dit 15 milliards. Oui, c'est un peu beaucoup. 15 millions. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est toujours c'est justement pour mobiliser des ressources humaines. Vous savez, on parlait des Émirats Arabes Unis. Il y a quand même 500 000, et là je suis sûr du chiffre, 500 000 Iraniens qui vivent aux Émirats, au moins. Et donc quand ils vont apprendre, eux qui ont créé du business, des sociétés, qu'ils peuvent avoir 15 millions de dollars, ça peut inciter évidemment certaines personnes à révéler l'existence de réseaux, d'entreprises, etc. Et ça rentre plus globalement dans cette guerre économique que mène l'Iran, avec le blocus d'un côté. Il y a évidemment des sanctions qui ont été imposées sur l'organe administratif qui est censé gérer le détroit d'Ormuz, plus cette récompense de 15 millions de dollars qui est destinée à des individus. Alors pourquoi également je vous ai posé cette question sur l'importance peut-être de ces réseaux d'espionnage pour pouvoir contrer davantage les Américains dans cette guerre? Parce que cette semaine, c'est vrai qu'il y a eu des frappes, on l'a annoncé notamment sur LCI, notamment au niveau du détroit d'Ormuz. Et c'est vrai que les Iraniens aujourd'hui, en tout cas cette semaine, ont énormément communiqué sur ces frappes, sur les drones américains, sur les avions. On va faire le point avec vous, William Delesseux, parce que les Iraniens affichent, on peut le dire entre guillemets, pardon pour l'expression, un joli tableau de chasse. Les alliés ont d'abord, l'Iran et ses alliés évidemment, ont revendiqué d'abord avoir abattu plusieurs drones. Oui, tout à fait. Ce sont des appareils américains. Regardez ces images qui sont certes un peu sombres, mais on est sur l'île de Keshm, dans le golfe Persique, et sur le sable, il y a tous ces débris. Ce sont les débris d'un drone de reconnaissance israélien. Ils sont retombés ici après la destruction de l'engin. Autre incident cette semaine, les Houthis au Yémen ont revendiqué avoir abattu ce drone Reaper de fabrication américaine, beaucoup plus gros, plus cher aussi, 30 millions de dollars l'unité. Vous voyez ici les débris de l'appareil en feu retombés vers le sol. Et l'Iran, plus tôt cette semaine, a assuré avoir détruit un autre Reaper en exhibant
ce qui serait, vous le voyez, la carcasse de l'appareil américain, le cimetière des Reapers en quelque sorte. Il faut dire qu'une vingtaine de drones ont été perdus par les États-Unis depuis le début du conflit. Cela représenterait 20% des stocks américains d'après nos confrères de Bloomberg, soit $1 milliard, près d'1 milliard partis en fumée. Les Iraniens qui disent également avoir touché des avions américains. Oui, apparemment, un avion américain touché à Boucher, abattu à Boucher, faux, ont tout de suite répondu les États-Unis dans un démenti. L'Iran, qui a aussi affirmé cette semaine avoir mené des tirs de missiles plus au sud contre des cibles dites précises sans qu'on sache lesquelles. Et dans le même temps, comme une allusion, Téhéran, vous le voyez, a publié ces images, ces captures d'écran du site Flight Radar assurant que 2 types d'appareils américains avaient survolé le golfe Persique, un P-8 et un Boeing Pegasus. Là-dessus, les États-Unis n'ont pas confirmé ou infirmé ces allégations. Et sur quels moyens concrets s'appuie l'Iran aujourd'hui ? Alors l'Iran s'appuierait sur un nouveau système de défense antiaérien avec un nouveau type de missile. Vraie avancée aux opérations de communication, les experts sont très prudents. Quentin, ce missile a un nom, Arash l'Archer. Grand héros, vous le voyez, de la Perse antique, Arash est celui dont la flèche aurait délimité les frontières de l'Iran, raconte la légende. Merci beaucoup William Delesseux. Alors il faut toujours faire attention à l'effet de loupe, notamment lorsqu'on parle encore plus de propagande. Là, il s'agit de la propagande iranienne. Mais tout de même, général François Chauvency, des drones, je reprends les chiffres de William, vingtaine de drones, 20% des stocks, des avions américains touchés. Évidemment, on a tous en tête également les avions qui avaient été visés sur la base saoudienne de Prince Sultan il y a plusieurs semaines maintenant. Ça commence à faire beaucoup quand même. Oui, mais ce que disait Vincent Crouzet tout à l'heure, c'est mieux vaut perdre des équipements que de perdre des hommes. Et en fait, le choix américain, c'est j'utilise tous mes équipements, tous les matériels dont je dispose, et j'épargne la vie des soldats américains. Il y a eu 13 tués quand même depuis le début de cette guerre, ce qui fait extrêmement peu quand on voit d'autres conflits. Donc c'est bien l'objet, même s'il y a eu 300 blessés quand même, on ne peut pas les oublier. Maintenant, pour revenir au Reaper, oui effectivement, mais il y a un problème. D'abord, les lignes de production ne sont plus en fonctionnement aux États-Unis. Donc il n'y a pas de recomplètement des Reapers existants aujourd'hui. Le seuil, normalement, c'est 189. Et là, actuellement, ils seraient entre 130 et 135 avec les dernières frappes. Donc, ils en ont perdu entre 24 et 28, ce qui est énorme, effectivement, 20%. Et ils estiment qu'il faut en gros 190 pour bien fonctionner, pour répondre à tous les besoins matériels de l'armée américaine. Ce qui veut dire quand même que ça pose un problème de déficit. Alors, bien sûr, il y a un nouveau Reaper qui est en cours d'évaluation, mais pour l'instant, il y a un trou capacitaire, comme on dit, et ça a un impact. Ça, c'est pour l'aspect Reaper. Maintenant, d'un autre côté, vous venez de parler des avions. Les avions, oui, il y a eu donc ces 3 F-15, c'est un A-10. Il y a eu effectivement 2 ou 3 ravitailleurs en vol détruits, puisque quelques-uns endommagés, puis surtout la WACS, le radar volant, qui a été détruit en Arabie Saoudite. Et c'est là qu'on peut se poser des questions d'ailleurs, parce qu'il y a des retextes, enfin des retours d'enseignement. Quand on a vu la base Sultan, Al-Sultan, avec cet AWACS et ces 2-3 ravitailleurs en vol détruits, plus ceux qui ont été, je dirais, détériorés, on peut s'étonner quand même sur la capacité de défense des Américains dans ce type de conflit, parce qu'ils ont été extrêmement vulnérables. Et on revient à toutes les remarques qu'on a depuis le début de cette guerre. Parfois, moi je qualifierais ça d'une certaine forme d'arrogance, en disant que les Iraniens ne peuvent pas nous toucher, parce que nous sommes les plus forts, nous avons tous les moyens, et qu'en fait, les Iraniens ont bien été capables, avec leurs moyens un petit peu, je dirais, limités quand même s'ils ont des missiles performants, de frapper quand même l'Arabie Saoudite, un aéroport qui normalement a dû être tenu au moins par les Saoudiens, sinon par les Américains, et là, effectivement, on a des destructions de matériel. Mais au bilan, sur 2 mois de guerre, on a effectivement l'équivalent de quelques milliards d'équipements détruits, mais par rapport au budget américain de 1000 milliards de dollars par an, et l'année prochaine 1500 milliards, le coût de la guerre actuelle est estimé environ à 29 milliards avec ces destructions. Finalement, c'est pas beaucoup, c'est le choix assumé par le président américain pour mener sa guerre, en n'engageant pas ses soldats directement, en engageant le matériel dont il dispose. Alors effectivement, nous, ça peut nous heurter, et puis de l'autre côté, on n'a pas tellement le bilan officiel américain de ce qu'ils ont détruit en Iran, comme à chaque fois d'ailleurs. Et là, il y a une certaine brume. Je doute fort quand même que les Américains n'aient pas détruit un certain nombre de sites sensibles, de lanceurs et autres, mais ils ne communiquent pas beaucoup sur ces questions-là. On a eu des communiqués au début de la guerre, effectivement avec des bilans très précis, et puis après ça a disparu. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Peut-être qu'ils le frappent moins aussi, mais en tout cas c'est une des questions évidemment qu'on se pose.
La question centrale, évidemment, autour de ça, c'est est-ce que Donald Trump va refrapper ? On l'a dit hier et aujourd'hui également, la décision n'a pas été prise, elle a même été repoussée par le président américain. Mais le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui est à Singapour actuellement, notamment pour voir certaines troupes américaines, l'a redit, l'a remis sur la table. Les Américains sont prêts à tous les scénarios. Écoutez Pete Hegseth et puis après on prendra la direction de Washington. Nous sommes plus que capables de reprendre les opérations si nécessaire. Nos stocks sont largement adaptés à cet objectif, tant sur place que dans le reste du monde, compte tenu de la manière dont nous équilibrons les munitions de haute technologie et d'autres produits en plus grande quantité. Donc nous sommes ainsi en très bonne position. Et on vous retrouve, Sonia Dridi, en direct de Washington, correspondante TF1 LCI aux États-Unis. Visiblement, Sonia, l'option militaire reste encore une fois un scénario possible pour Donald Trump et son administration. Oui, et Donald Trump l'a répété dans une interview accordée à Fox News à sa belle-fille Lara Trump, qui sera diffusée ce samedi soir. On a déjà un petit extrait. À un moment, Lara Trump lui demande quelle sera la ligne à ne pas dépasser quelle ligne les Iraniens dépasseraient qui pourrait provoquer de nouveau une opération militaire. Et Donald Trump a répondu si on n'a pas un bon accord, un accord qui ne nous convient pas, c'est ça la ligne. Et dans ce cas-là, l'option militaire reviendrait sur la table. Il a répété que les Iraniens étaient de bons négociateurs, qu'ils étaient complètement défaits militairement. Donc, il fait aussi passer le message qu'il n'est pas pressé. Un peu plus tôt, Pete Hegseth, depuis Singapour, le secrétaire à la Défense, a déclaré à des journalistes qu'il venait de parler à Donald Trump et que Donald Trump lui avait fait passer le message qu'il avait le temps, qu'il n'était pas pressé. Alors, on sait qu'en coulisses que Donald Trump est de plus en plus pressé, frustré, lassé. Mais en tout cas, il veut faire passer ce message aux Iraniens qu'il n'est pas pressé de passer un accord absolument. On l'a vu, il y a beaucoup d'hésitations du côté de l'administration. On a appris notamment ces derniers jours par CNN que Donald Trump, qui avait dit que l'accord serait largement négocié et puis finalement plus rien, se chercherait notamment conseil pour être certain que cet accord sera plus solide, meilleur que l'accord passé par Obama en 2015. Et donc on le voit, il y a peut-être eu du recul dans les négociations. En tout cas, il y a beaucoup d'hésitations. Hier, vous l'avez dit, il y a eu cette annonce que lui-même a faite. D'ailleurs, ses conseillers lui disent souvent de ne pas donner de date butoir, de ne pas faire des grandes annonces qu'il ne respecterait pas forcément. Il a dit « Je vais dans la salle de crise de la Maison-Blanche pour prendre une décision finale », puis plus rien. Au bout de quelques heures, un responsable de la Maison-Blanche a notamment déclaré à LCI que le président Trump conclura seulement un accord qui est bon pour l'Amérique et satisfait ses lignes rouges. L'Iran ne peut jamais posséder l'arme nucléaire, donc rien de très nouveau. Et selon le New York Times, après cette réunion, en effet, Donald Trump n'avait toujours pas décidé et il y aurait toujours beaucoup de débats autour de la question notamment du dégel des avoirs iraniens. Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI aux États-Unis. Merci beaucoup, Sonia. Maya Kadra, comment vous analysez aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on parle d'un accord imminent, je reprends les termes donnés par le président américain, comment vous analysez aujourd'hui cette non-prise de décision et ce report toujours quasiment quotidien de Donald Trump pour prendre sa décision finale? Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est la constance de Donald Trump. Sur ce point-là. Sur ce point-là, il est constant. Avant la guerre en juin 2025, on parlait déjà avec les médiateurs omanais d'accords imminents. Et on se souvient toujours de cette déclaration très positive, optimiste aussi de Donald Trump qui disait « Nous sommes à 2 pas de signer un accord avec l'Iran, ça sera le meilleur accord dans l'histoire, pas comme celui d'Obama, parce qu'il aime toujours se comparer à son prédécesseur. » Et donc là, on voit toujours cette constance trumpienne, très spécifique à Trump, de rejeter toute proposition iranienne. On voit très bien que les Iraniens le lui rendent très bien aussi, parce qu'à chaque fois, ils durcissent les conditions et on a l'impression que ça soit l'un ou les autres, ils font exprès de bloquer ces négociations, parce que la réponse iranienne, elle consistait en quoi? Le dégel de 12 milliards de dollars, donc d'avoir gelé, et aussi lier le conflit libanais et le cessez-le-feu au Liban avec le Hezbollah à la suite des négociations. Et ça, c'est complètement inacceptable pour les Américains, parce qu'on sait qu'autant Israël n'est pas présente dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, autant
ils ont la main sur le dossier libanais avec le feu vert et la bénédiction américaine. Et donc les Iraniens, ils ont fait exprès de choisir exactement les deux conditions qui vont effrayer l'administration américaine pour dire, bon, bah voilà, les Américains, ils ne veulent pas négocier, mais aucun des deux ne veut négocier parce que premièrement, il y a un avantage. Pour les Iraniens, c'est de continuer à bloquer le détroit d'Ormuz, de semer la zizanie un peu dans le commerce international, enfin au niveau des marchés aussi, d'effrayer les Européens avec cette incertitude là. Côté américain, l'avantage, c'est de dire, bon, bah, c'est très bien, c'est notre plan de toute façon. Plus ils continuent leur blocage du détroit d'Ormuz, plus on continue, nous, notre double blocus au sud, donc, du golfe arabo-persique, et ça rentre dans notre stratégie de la furie économique. Et donc, tous les deux, ils se ressemblent un tout petit peu. Il y a un petit peu de mimétisme en ce qui concerne les négociations. Et donc, si je vous écoute et si je suis votre logique, après, peut-être que je me trompe, mais si aucun des deux ne veut réellement négocier à 100% de façon totalement transparente, Ahmed El-Kayis, ça veut dire que on se dirige potentiellement vers un retour de la guerre. Alors oui, on peut prévoir un retour de la guerre, mais pour quel objectif ? Parce qu'in fine, c'est quand même la négociation, mais dans quelle position ? En fait, c'est dans quelle position on peut négocier aujourd'hui ? C'est ça la véritable question. Et si on se place du point de vue américain, il y a cet événement, le fait de faire une réunion de crise dans la Situation Room, qui a une symbolique forte. C'est une salle à partir de laquelle des guerres ont été annoncées, des assassinats de terroristes ont été annoncés. Donc elle est symbolique. Il y a aussi un message de la Situation Room. Et puis, il y a le fait qu'on oublie souvent, c'est que nous n'avons même pas de protocole d'accord. On n'a pas un document à lire. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de document. Nous avons des fuites qui sont dans les médias américains avec un certain nombre de points qui sont commentés par les médias américains, les responsables politiques américains, avec des retours, des réponses du régime iranien. Donc, il n'y a pas d'accord jusqu'à maintenant. Il n'y a pas d'accord. Il y a des points, et on ne sait pas d'abord si ces points sont forcément les principaux. Le président américain garde le socle de la question du nucléaire, mais elle n'est pas présente dans les points qui sont présentés. Récemment, les médias américains, le Wall Street Journal a fait état des dissensions au sein du régime iranien, entre les durs du régime, les gardiens de la révolution, et le président de la République islamique et le ministre des Affaires étrangères. D'un côté les gardiens, de l'autre ces deux personnalités qui, pour ce qui est du président, il veut négocier, et pour ce qui est des gardiens de la révolution, il ne souhaite pas négocier. Donc on est quand même dans ce flou, et la question des frappes n'intervient que pour dire, si on n'est pas en position de force, on peut frapper pour regagner une position de force. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce point de saturation aujourd'hui à Ahmed El-Kayis ? Parce que on va analyser également cette information qui est apparue ces dernières heures. L'US Navy, l'armée américaine dans le détroit d'Ormuz, qui a annoncé, compte tenu de cet accord qui, pour l'instant, ne trouve pas d'issue, compte tenu également de ce péage opéré par les Iraniens, compte tenu également des opérations de minage. En conséquence, la marine américaine, regardez ce communiqué officiel, informe les marins et les aviateurs sur place que des activités militaires dangereuses vont avoir lieu. Activités militaires dangereuses, on peut difficilement être plus concret aujourd'hui, Xavier Jacob. Oui, mais ça veut tout dire et rien dire. C'est vrai, mais bon. Pour reprendre, moi j'ai eu le communiqué aussi de UKNTO. Vous savez, c'est l'office de trafic maritime britannique lié à la Navy, qui précise, alors c'est un avis aux navigateurs distribué à tous les bâtiments, à tous les capitaines, à tous les armateurs, qui précise que des opérations de déminage vont être menées dans les deux chenaux de la partie sud du détroit, là où passait le trafic avant, ce qui est marqué en zone de danger sur nos cartes. Vous savez, cette espèce de bulle verte, vraiment au ras de la péninsule de Musandam. Il semblerait qu'il puisse y avoir de 10 à 12 mines. Alors les Iraniens l'ont dit, ça a été confirmé par la CIA. Finalement, on a l'impression que personne n'a vraiment d'informations extrêmement fiables là-dessus. Et les Américains seraient en train de voir comment ils peuvent neutraliser ces mines, c'est-à-dire envoyer un robot ou un plongeur, poser une charge sur la mine, la faire exploser pour que le trafic soit tout à fait sûr. C'est extrêmement intéressant parce qu'on se souvient aussi,
il y a 6-7 semaines de mémoire, il y a 5 paquebots qui étaient sortis par là du golfe Persique, qui avaient vraiment rasé les côtes de la péninsule de Musandam à quelques centaines de mètres, un endroit assez dangereux d'ailleurs, et qui avaient pu rejoindre Mascate et puis après aller faire leur saison en Méditerranée. Donc ça pourrait être une solution pour tenter de faire sortir quelques navires, parce que là, en entendant ce que disait Maya tout à l'heure, et vous-même aussi, j'avais l'impression d'être, vous savez, le film La fureur de vivre, quand James Dean et son acolyte se précipitent avec leurs 2 voitures vers la falaise, et celui qui gagne, c'est celui qui a le cran de rester le plus longtemps possible. Avant de freiner. Oui, avant de sauter de la voiture même. Ah oui. Et il y en a un qui meurt évidemment. Cette scène est assez extraordinaire dans le cinéma américain des années 50. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est ça. On est avec 2 espèces de fous, je vais le dire comme ça. Donald Trump qui veut céder sur rien, les Iraniens qui ne veulent céder sur rien. Et pendant ce temps-là, on est tous dans le même paquebot pour le coup. Oui. Et tous, je veux dire, le monde entier. Pas uniquement les Occidentaux, les Iraniens, les Asiatiques. Le prix du pétrole, là, s'est un peu stabilisé. Il est repassé à 92. Il y a eu un peu de soulagement quand Trump a annoncé qu'il y avait un accord qui n'existe pas, évidemment, puisque les Iraniens, tout de suite, ont dit, bah non, il n'y a pas du tout d'accord. On est d'accord sur rien. Donc, et là, on a la sensation que tout le monde va vers le précipice et que personne ne sait comment arrêter la machine. Je suis pas sûr qu'il y ait à nouveau une offensive guerrière militaire. Mais en revanche, les dégâts pour l'économie mondiale pourraient être bien plus graves que toutes les guerres qu'on a connues ces dernières années. Vous parlez des mines, Xavier de Giacomoni. Ce qui est très intéressant, c'est l'information également qu'on a appris cet après-midi. Elle nous vient du Sultanat d'Oman, donc un acteur, on va dire, différent que des Iraniens et des Américains, qui annonce avoir vu, observé un objet flottant qui ressemblerait vraisemblablement à une mine flottante dans leurs eaux omanaises. Général François Chauvency, ce serait la première fois, si je ne me trompe pas, qu'un autre acteur nous confirmerait en tous les cas la présence de mines. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de flou. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Quel serait l'intérêt d'Oman aujourd'hui de déclarer qu'il y a des mines alors qu'il n'y en a pas ? Je dirais qu'on va peut-être revenir à quelques jours auparavant, où il y avait, semble-t-il, un accord potentiel entre l'Iran et Oman pour établir un péage sur le détroit d'Ormuz. Et que le président Trump a dit qu'il n'était pas question qu'il allait raser Oman. On a eu un doute d'ailleurs sur la réalité de ce qu'il avait dit. N'oublions pas, parce qu'on avait voté d'ailleurs. Hein. Voilà, bon, moi j'ai perdu, bon tant pis. Donc, nous sommes dans une situation où je me suis posé la question, on en parlait tout à l'heure en off, pourquoi maintenant ? Et surtout un objet. On n'a pas dit mine, en fait. Un objet qui pourrait être une mine. Eux, ils nomment officiellement un objet flottant suspecté d'être une mine flottante. Bon. Oui, mais voilà. Ça fait très... on dirait qu'on met un petit peu d'huile sur le feu dans le contexte actuel. Et je me demande si Oman joue très, très franc, finalement. Parce qu'Oman est quand même entre le marteau et l'enclume, hein. Ils jouent leur jeu. Ils jouent leur jeu, voilà, clairement. Tout à fait. Ils sachent attirer un petit peu leur épingle du jeu, justement. Et je pense qu'ils auraient l'air, et je reste au conditionnel, un petit peu aller dans le sens des Iraniens dans leur revendication, parce qu'ils voient peut-être un intérêt. Les ressources omanaises sont quand même assez faibles, on en parlait l'autre jour, mais vous y êtes allé, donc vous savez plus que moi, que les ressources omanaises, je dirais, pour vivre, hein, sont plutôt limitées, et que là, finalement, un péage sur le détroit d'Ormuz, à mon avis, pourrait beaucoup les arranger. Ahmed El-Kay. Oui, vous avez tout à fait raison, mon général, mais sur la question de leur revirement, moi je pense qu'ils veulent plutôt se rapprocher à nouveau des Américains. Pas des Iraniens. C'est-à-dire que là, il y a une menace extrêmement claire des Américains, disons, je vais pulvériser Oman s'ils deviennent trop proches. Et c'est une proximité qui est tout à fait compréhensible parce que les eaux territoriales se touchent et qu'ils sont ensemble depuis 1968. Ils s'accordent sur le passage des navires. Donc c'était pas un élément nouveau, mais c'est simplement Trump qui avait pas l'info. Mais aujourd'hui, Oman se dit quand même, il faut que je sois bien avec les Américains, d'autant plus que Oman a été médiateur avant la guerre des 12 jours du mois de juin 2025, et là elle se dit je vais quand même signaler qu'il y a des mines, comme ça je me dis je suis pas très content quand même, c'est pas bien qu'il y ait des mines, et je vais comme ça aller plus dans le sens au lendemain du coup de gueule de Trump. Au lendemain du coup de gueule de Trump. Donc moi je suis plutôt pour que voilà. Oui. Mais
Non, mais après, c'est très opportuniste, cette situation-là, parce que quand même, avant, ils ont rien dit. À Mascate circule quand même le projet qu'il faut absolument préserver l'écologie du détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est assez simple. Pour préserver l'écologie dans une zone donnée maritime, il faut beaucoup d'argent. Et donc, il faut faire de la prévention, il faut qu'il y ait des remorqueurs, il faut qu'il y ait des bateaux d'assistance au cas où il y aurait un pétrolier en danger. Et cette idée-là, elle circule depuis le début de la guerre. Donc, effectivement, Oman est intéressé pour partager les bénéfices du détroit d'Ormuz avec les Iraniens. Mais ils sont pas les seuls. On a aussi appris que le Qatar ne s'opposerait pas pour une durée temporaire à ce qu'il y ait un péage dans le détroit d'Ormuz. Alors, il faudrait pas que ça dure trop, disent les Qataris. Mais bon, ça sont des changements quand même qui vont dans le sens des Iraniens, en fait. Emmanuel Véron, analysons quand même, c'est très intéressant. Quel est le message? À qui parlent aujourd'hui les Omanais quand ils nous parlent des mines? Ils parlent aux Iraniens? Ils parlent aux Américains? Ils parlent à tout le monde. Ils parlent à tout le monde, ce qu'ils ont toujours fait en fait. Et justement, c'est la grande singularité et l'importance du sultanat d'Oman au Moyen-Orient. C'est-à-dire que ça, vous l'avez rappelé, utile aux négociations, accueillant des négociations, offrant un cadre justement pour les discussions. C'est le rôle en fait très particulier, très délicat du sultanat d'Oman, en plus de sa position géographique. Donc, comme le disait Xavier sur le détroit. Historiquement, quand on regarde le sultanat d'Oman et la géopolitique du Moyen-Orient, il y a effectivement plutôt une proximité qui est anglo-américaine qu'une réelle, intrication avec le régime iranien. Vous avez effectivement un sujet de ressources. Le général Chauvency le disait pour le sultanat d'Oman, mais c'est une façade portuaire avec d'immenses ports. Vous avez le port de Salalah qui est sur la mer d'Oman, qui n'est pas à l'intérieur, et donc qui est ouvert sur l'océan Indien et sur la route maritime Asie-Europe, et qui est une gigantesque infrastructure portuaire hyper importante pour la circulation des biens entre l'Asie et l'Europe, avec cette pause sur le Moyen-Orient. Vous avez le port de Doukoum, qui est également un port très très important, et puis il y a un peu de gaz, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le sultanat d'Oman est dans une situation extrêmement délicate du fait de la guerre, mais ne va pas détacher sa relation discrète et spéciale avec les Anglais, les Américains, et par extension nous-mêmes, l'Ouest, pour avoir une négociation, je ne sais quoi, avec l'Iran. Pas du tout. On est sur quelque chose de très 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 sophistiqué, où le temps court est une véritable tyrannie, mais la diplomatie omanaise, me semble-t-il, est à l'œuvre. Alors, la question du déminage, évidemment, c'est qui va s'occuper de cet éventuel déminage? On a souvent parlé des Européens, parce qu'évidemment, les Américains demandent aux Iraniens de le faire, les Iraniens demandent aux Américains de le faire, mais ces dernières heures, on sent quand même aussi la pression américaine du côté des Européens. Et on le sait, il y a le Charles de Gaulle qui est non loin de là pour éventuellement prêter main forte, en tous les cas sécuriser les détroit d'Ormuz. Et écoutez ce petit extrait de Pete Hegseth, encore une fois le secrétaire à la guerre, qui remet encore une fois la pression aux Européens. Faut-il y avoir un signe, notamment sur cette question du déminage? Écoutez Pete Hegseth. Lorsque nos intérêts convergent, nous agissons de concert avec une détermination sans faille. Lorsque nos intérêts divergent, nous nous adaptons avec pragmatisme, sans dramatisation ni moralisme. Je pense que l'Europe occidentale ferait bien d'en prendre bonne note. C'est une mentalité que nous adoptons pleinement. L'époque où les États-Unis subvenaient aux besoins de défense des nations riches est révolue. Nous avons besoin de partenaires, pas de protectorats. Nous recherchons des alliances fondées sur le partage des responsabilités et non sur la dépendance. C'est là que réside la maturation de nos alliances dans cette nouvelle ère. Général François Chauvency, est-ce que c'est un appel du pied aux Européens pour y aller, notamment sur cette question du déminage? Alors, il y a un peu de tout. D'abord, c'est bien rappelé que nous sommes en situation de partenariat et non pas que certains assument toute responsabilité pour les autres. C'était le cas quand même en Europe depuis bien longtemps, dans le cas de l'OTAN en particulier. Les Américains ont dit, il y en a marre. Voilà, c'est tout. Donc, on change de braquet, et chacun va prendre sa part de la mission. Maintenant, pour le déminage, les capacités de déminage américaines sont faibles. Je crois qu'il y a 3 navires qui sont chargés de faire cela, qui existent aujourd'hui, et qu'autrement, c'est beaucoup du système de robots et autres, mais qui ne sont pas du tout, semble-t-il, une priorité de la marine américaine. En revanche,
au niveau de l'Union européenne. Je dis bien l'Union européenne, il y a en gros, c'est la plus grande capacité de déminage naval qui existe dans le monde. C'est en gros 70 à 80 navires. La France en a une dizaine, la Grande-Bretagne aussi. Donc il y aurait une capacité de déminage. Et pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le Charles de Gaulle, le groupe aéronaval ne comporte pas à la date d'aujourd'hui une capacité de déminage. Et enfin, pour déminer, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine sûreté. Si c'est pour déminer sous les bombes ou sous les attaques de navires moustiques ou autres drones, je suis pas certain qu'on a envie de déminer dans ces conditions-là. C'est la question que j'allais vous poser. Si demain, un destroyer français, en tous les cas un navire français, s'aventurait pour justement, simplement faire cette opération de déminage, il serait sous le feu des Iraniens ? Oui, parce que les Iraniens utilisent finalement le fait des mines pour imposer leur volonté. Donc, ils considéreront qu'on remet en cause leur choix, et donc nous deviendrions une cible légitime. Donc, je doute fort que le président Macron autorise cela. En tout cas, on envisage, quand on regarde cette information des mines apparues ces dernières heures, évidemment, ça confirme peut-être, en tous les cas, parce qu'il faut rester prudent, vous l'avez dit, parce que les messages géopolitiques sont toujours derrière la moindre annonce, notamment dans cette période de guerre. Mais évidemment, ça ne va pas rassurer l'économie mondiale, ça ne va pas rassurer les armateurs, ça ne va pas rassurer tout ce secteur-là du commerce mondial maritime pour pouvoir faire passer les bateaux. Et regardez cette alerte. Il y a quelques heures de 3 organisations fondamentales aujourd'hui dans le commerce mondial. Le FMI, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et l'Agence internationale de l'énergie. Ces 3 organismes ont rendu un communiqué commun, et voilà leur message limpide, clair. Si la circulation maritime ne revient pas à la normale, il y a un risque accru en termes de sécurité énergétique. Dit autrement et de façon simple, si la crise continue, on manquera de pétrole, on manquera de matières premières dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et notamment pour cet été. Que faut-il craindre ? On va faire un point avec vous, William Delesseux, parce qu'évidemment, c'est une alerte très claire et nette faite par ces 3 organisations. Est-ce que les stocks ont-ils franchi la cote d'alerte ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors c'est vrai que le ton de ce communiqué conjoint est très alarmiste. On rappelle que le blocage du détroit d'Ormuz, où passe, je le rappelle, 20% du pétrole mondial, commence à vider les stocks. Exemple très concret, aux États-Unis, avec les tout derniers chiffres, le niveau est descendu de 12% en quelques semaines. Niveau des stocks stratégiques, cela représente 50 millions de barils depuis le début de la guerre en Iran. C'est le niveau le plus bas connu depuis 2 ans. Et c'est vrai que si on continue à ce rythme, il arrivera un moment où ces réserves stratégiques ne suffiront plus. L'Agence internationale de l'énergie enjoint, oblige chaque pays à posséder au moins 90 jours de réserves stratégiques. Pour l'instant, la France, en ce qui nous concerne, est au-dessus de ce seuil. En tout, 400 millions de barils de pétrole ont dû être mis sur le marché venant des réserves un peu partout dans le monde sous la supervision de cette agence qui le dit, c'est la plus grave crise depuis le choc pétrolier. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il sera très difficile de reconstituer les stocks quand bien même la situation à Ormuz serait débloquée. Oui, puisque remplir ces cathédrales souterraines comme ici en France qui stockent le pétrole et les carburants, ce remplissage est très long et pour cela, il faut que la situation revienne à la normale, que la tension ne soit plus là. Le plus grand réservoir en France était ici à Manosque, qu'on vient de le voir dans les Alpes de Haute-Provence. L'Agence internationale de l'énergie s'alarmait d'une réalité concrète. Les investissements des pays du monde sur leurs infrastructures pétrolières, comme les oléoducs, etc., les raffineries, ces investissements-là ont chuté ces dernières années au bénéfice de l'électrique ou encore du renouvelable. Rien qu'en France, vous allez le voir, il ne reste que 8 raffineries. C'est cette dépendance au raffinage extérieur directement dans le Golfe qui crée aussi les tensions actuelles et qui va ralentir la reconstitution des stocks stratégiques. William Delesseux, merci beaucoup pour ce point complet. Emmanuel Véron, question simple, est-ce que vous vous inquiétez d'une éventuelle pénurie dans les prochaines semaines de pétrole ? Dans les prochaines semaines, non. En revanche, le prix, oui. Si vous regardez les déclarations du patron de Total, c'est un petit peu ce qu'il a dit ces derniers jours. Non, à ce stade, il y a eu un vrai sujet depuis le 28 février, déclenchement de la guerre, sur les flux d'hydrocarbures et donc leur traitement, leur transformation et leur usage pour l'industrie ou pour l'usage commun, individuel, automobile, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais entre les différents navires qui ont pu circuler, deuxième sujet, les infrastructures de contournement, notamment à travers l'Arabie Saoudite, et acheminer des produits pétroliers jusqu'au terminal de Yenbu sur la mer Rouge,
permet d'acheminer, de continuer la vente de produits pétroliers, y compris d'ailleurs des produits gaziers par d'autres moyens. Et puis après, il y a le sujet des réserves, et puis il y a le sujet de la diversification des sources d'approvisionnement en dehors du Moyen-Orient. Donc il y a un vrai sujet, non pas à horizon de quelques semaines, mais plutôt à horizon de quelques mois, sur les marchés, sur le prix et la disponibilité des produits. Regardez ces images en Asie notamment, on le voit, ces files d'attente à perte de vue, ça fait des semaines, des mois maintenant qu'on voit ces images en Birmanie, au Sri Lanka. Oui. Vous allez voir, Quentin Chas va nous les mettre dans quelques instants. Xavier Giacomoni, il va falloir s'attendre potentiellement à ça en Europe. On n'est pas à l'abri de ce type d'image. Alors, je suis pas expert économique ni en énergie, mais quand on écoute effectivement, comme le disait Emmanuel, les experts, on peut avoir d'immenses craintes. Il y a quelque chose d'intéressant, une note de la banque Citigroup qui dit, vous le savez, il se passe 8 minutes entre le moment où le soleil explose et le moment où la lumière disparaît sur Terre. L'image fait frémir, elle fait froid dans le dos, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer. Si le détroit ne rouvre pas, alors peut-être va-t-il rouvrir d'ici quelques semaines ou rapidement, de toute façon, rien ne rentrera dans l'ordre avant la fin de l'année, même s'il ouvrait tout de suite demain. Là, ça c'est certain. Mais si ça continue, les pays vont puiser dans leurs réserves stratégiques, les prix vont s'envoler à des hauteurs jamais vues, on pourrait avoir rapidement un gasoil ou une essence en France à plus ou moins 3 € le litre. Aux États-Unis, les prix sont déjà, pour les Américains, pour nous ça nous paraît encore pas très très cher, mais totalement faramineux. Je cite souvent cet exemple parce qu'on pense souvent aux voitures particulières, mais les agriculteurs américains aujourd'hui paient le gallon de gasoil. Parce que le gasoil, ils l'utilisent que pour les tracteurs et pour les camions. Entre 6 et 7 $. Pour eux, c'est monstrueux. Bien sûr. Alors, plus, et alors on parle énergie, mais il y a tous les intrants, tous les engrais qui viennent de produits, le soufre notamment, qui viennent du Golfe Persique. On a l'impression qu'on est vraiment au bord d'une catastrophe économique comme on n'en a jamais connu, a priori. Ahmed El-Kei, est-ce que ces images-là, donc on vous montrait Birmanie, Indonésie, Sri Lanka également, est-ce que il va falloir peut-être rationner en Europe dans les prochains mois? Je suis moins pessimiste pour l'Europe qui a développé des capacités, des transitions énergétiques durant ces années. En revanche, ça va creuser les inégalités parce que des pays d'Asie, d'Afrique, eux, probablement vont arriver au rationnement. Et cette inégalité-là est dangereuse parce que ça va créer d'autres problèmes de mouvements de population, de disparités qui vont encore mettre une pression supplémentaire sur l'Europe et les États-Unis, par exemple, parce que finalement, c'est cette disparité économique qui va générer de plus en plus de tensions dans le monde. Comment faire quand des pays qui sont d'ailleurs avec un peuplement qui sont très peuplés, comme les pays d'Asie, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, voilà comment ces pays vont influer sur l'économie mondiale et comment ils vont créer ce mouvement qui va encore poser plus de problèmes. Donc pour l'Europe, je suis plus optimiste. Pour des parties du monde comme l'Asie et l'Afrique, c'est très inquiétant. Vous vouliez réagir, Emmanuel? Oui, non, en complément, en fait, effectivement, l'Europe est exposée, mais moins exposée que l'Asie. Et l'Asie du Pakistan au Japon. Pourquoi ? Parce que l'ensemble de ces pays-là asiatiques, là où se passe beaucoup de production industrielle, beaucoup de consommation, et vous l'avez rappelé, c'est des volumes de population importants. Regardez la démographie chinoise, démographie indienne, démographie pakistanaise, etc. 100 millions de Japonais. Donc on a des gros volumes de population, donc forcément il y a une conséquence sur la consommation des kérosènes, des consommations d'essence, etc. Donc l'Asie est beaucoup plus exposée que l'Europe, mais ce que cela va créer, moi je vois au moins 2 choses très rapidement. C'est le sujet et c'est un peu le message du FMI, sur la production et la consommation mondiale. En fait, l'Asie est un peu le moteur du monde économique, industriel, pour les exportations. Et donc ça va clairement impacter les chaînes industrielles. Comme Xavier le rappelait, les sulfures, différents produits qui rentrent dans les composés pétrochimiques et chimiques, pour tout, des plastiques à la fabrication de semi-conducteurs, donc à Taïwan, en Chine, en Corée du Sud, tout ça va être largement impacté. Le fameux hélium, etc. Les engrais pour la saison des cultures, des semences, etc. Donc ça va clairement impacter en fait l'Asie. Et donc il va y avoir des conséquences mondiales
Alors sur les prix et sur le niveau de consommation. Donc c'est ça le sujet. Et le deuxième point, et je fais très vite et je m'arrête là, c'est forcément des logiques de marché noir. C'est un petit peu dans la logique de société fragile et en développement. En fait, ce qu'on observe, c'est que la Chine a accru ses importations de gaz et de pétrole de Russie. Et on observe, par exemple, pour donner simplement un exemple, qu'elle est dans une logique de revente, alors pas uniquement de marché noir, mais dans une logique de revente de ses produits gaziers aux voisins asiatiques, etc., pour se montrer comme étant un pôle de stabilité, un marché parallèle. Donc ça, c'est évident que ça va clairement structurer l'année 2026. Alors, je voulais évoquer aussi la question libanaise. On vient d'évoquer donc le détroit d'Ormuz et toutes les questions qui se posaient autour de ce blocage. Le Liban reste encore aujourd'hui un des points centraux de cette guerre, avec visiblement un Benyamin Netanyahou qui continue son avancée, notamment dans le sud Liban. Les Israéliens qui ont annoncé, en tous les cas les informations qui nous parviennent, ils auraient avancé au-delà de cette fameuse ligne jaune qui a été tracée par les Israéliens il y a plusieurs mois maintenant. On va prendre la direction là-bas, justement dans le sud Liban, retrouver notre envoyé spécial Thomas Misraki, parce que vous êtes dans le sud Liban, Thomas, et visiblement les Israéliens qui ont continué leur avancée ces dernières heures et ces derniers jours. Oui, effectivement, Israël qui continue de mettre la pression sur le Hezbollah et accessoirement sur les Libanais du sud du pays avec des bombardements quasiment incessants. Alors aujourd'hui, là où nous nous trouvons à Tyr, dans le sud du pays, bien la journée a été calme, mais on a pu assister depuis qu'on est arrivé ici tout à l'heure avec Morgan Pope au balai des chasseurs israéliens qui vont bombarder les villages du sud qui se trouvent à quelques kilomètres de là où nous nous trouvons. Des villages d'ailleurs où nous nous sommes rendus il y a 3 semaines environ avec Vincent Wartner et qui sont désormais inaccessibles pour des raisons évidentes de sécurité. Les avions de chasse israéliens sont utilisés. On a aussi pu apercevoir des tirs d'artillerie assez soutenus tout à l'heure avec Morgan Pope. Cette pression, elle est aérienne. Elle est aussi, vous l'avez évoqué, une pression militaire au sol puisque les Israéliens continuent d'avancer. Ils auraient franchi le fleuve de Litanie. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Et ils continuent donc de mettre une pression maximale alors que les discussions sont en cours et ont eu lieu ces dernières heures entre les militaires israéliens et libanais sous l'égide des États-Unis. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, affirme que la responsabilité de cette guerre incombe au Hezbollah. Le président Joseph Aoun, lui, renvoie Israël et le Hezbollah dos à dos en disant au premier, évidemment, de quitter le territoire libanais et au second, de déposer les armes. Pour l'instant, évidemment, et vous le savez, le Hezbollah n'en a nullement l'intention. Thomas Misraki avec Morgan Pope en direct du sud Liban. Merci beaucoup à vous. Maya Kadra, jusqu'où ira Benyamin Netanyahou dans cette guerre ? La question s'adresse à Benyamin Netanyahou et au Hezbollah aussi, je trouve, à pied d'égalité. Jusqu'où aussi ira le Hezbollah dans cette guerre ? Parce qu'on voit très bien que malgré leur défaite cuisante, malgré cet état-major qui a été décapité en 2024, on voit très bien qu'ils innovent dans l'art de la guerre et que après l'épuisement de certains stocks de roquettes dont ils disposaient, maintenant ils recourent aux drones filaires qui sont difficilement interceptables. Donc on voit très bien que le côté aguerri, il existe aussi bien chez les Israéliens que chez le Hezbollah aussi. Il est d'autant plus choquant aujourd'hui avec cet appel à évacuer 7 villages, mais on voit très bien que les combats se poursuivent au Liban et il y a une véritable question qui se pose, c'est celle de la souveraineté de ce gouvernement libanais qui, tout le monde le loue, la France, les États-Unis, etc., comme quoi ils ont pris des mesures vraiment radicales contre le Hezbollah en déclarant la branche militaire comme illégale et toutes les activités sécuritaires du Hezbollah comme non légitimes. On voit très bien que le Hezbollah, il ne s'intéresse nullement à tous ces décrets gouvernementaux, à toutes les décisions issues de la légitimité libanaise et il continue sa guerre en exposant une fois de plus le sud du pays donc à des attaques complètement impitoyables. Côté israélien, il y a un changement de stratégie. Parce qu'Israël, par exemple, en 2006, ou bien dans les différentes escarmouches ou bien batailles qui avaient lieu entre eux et le Hezbollah, étaient dans le temps court à chaque fois. C'était des opérations éclairs. Guerre de 2006, c'était une guerre d'ampleur qui était dévastatrice, qui a démembré même le pays avec des ponts qui étaient ciblés, des autoroutes, des infrastructures, des usines de production d'électricité aussi, mais on a très bien vu qu'elle a duré un peu moins d'un mois. C'est toujours les opérations éclairs depuis le retrait israélien de 2000. Ça a toujours été des opérations
est clair. Sauf que cette fois-ci, on a l'impression que l'approche israélienne a changé. Ça s'inscrit dans le temps long jusqu'à l'éradication du Hezbollah. En tout cas, c'est ça l'objectif qui, à chaque fois, est asséné et répété par les Israéliens. Ils ne peuvent plus tolérer qu'il y ait ce danger au nord d'Israël. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, il y avait des négociations à Washington directes entre le Liban et Israël. Et le sujet est revenu. Pas de paix, pas d'accord finalisé avec le Liban, signé avec le Liban, sans la disparition totale du Hezbollah. Dernière question à vous, François Chauvency, sur cette question libanaise. Est-ce que c'est Benyamin Netanyahou qui ralentit de fait également ces accords, ces négociations entre les Iraniens et les Américains ? Entre les Iraniens et les Américains ? Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, chacun mène sa vie en quelque sorte. D'un côté, il y a les intérêts américains avec un Trump qui veut se dégager du bourbier iranien, et Netanyahou qui se dit, comme de toute façon je peux pas compter sur Trump, je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux faire, c'est-à-dire détruire le Hezbollah autant que possible, sachant quand même que on n'entend plus parler de cessez-le-feu, me semble-t-il, et que ah non, on est en plein cessez-le-feu. Officiellement. Non, quand je dis on n'entend plus parler du cessez-le-feu, c'est qu'on n'y est pas. Ce sont des frappes, ce sont des combats. Ce n'est vraiment le cessez-le-feu n'existe plus. Il est mort. Benyamin Netanyahou a bien compris qu'on était entré dans le money time, comme on dit en basket, et qu'il fallait frapper le plus rapidement possible pour essayer de remplir la mission qui ne peut pas être remplie, pas plus qu'à Gaza d'ailleurs. À Gaza, c'est toujours pareil. Cela fait, Maya parlait de la guerre de 2006, qui effectivement était encore plus violente, mais de cette manière-là, Israël n'arrivera pas à bout du Hezbollah comme il n'arrive pas à bout du Hamas. Et quant à l'État libanais, vous avez raison, il est extrêmement faible, c'est un État quasi failli, mais quand vous avez dans les rangs de votre armée des sunnites, des chiites, des chrétiens, et que vous demandez aux chiites de désarmer d'autres chiites, le verre est dans le fruit dès le départ, en fait. C'est communautaire. Et moi, je pense, contrairement à Maya, qu'il faut continuer à soutenir le plus possible le gouvernement libanais. Les Libanais on partage, mais ce gouvernement pour l'aider à se sortir de ce double piège coincé entre le Hezbollah et les bombardements israéliens. Ahmed El-Kaï, sachant juste que le Hezbollah, et je sais, rapidement, le Hezbollah est un peu revigoré. Vous avez eu raison, Quentin, de faire le lien avec la question de la confrontation Iran-États-Unis. C'est que c'est un des éléments de négociation. Et plus cet élément est central pour le régime iranien, plus le Hezbollah va se donner les moyens d'agir et de continuer la guerre, malheureusement. Les Iraniens ne les lâcheront pas. C'est ça. Ça fera partie du deal. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation en Iran. Je voulais évoquer avec vous également un autre conflit qui dure maintenant et qui continue, il ne faut pas l'oublier, c'est évidemment la guerre en Ukraine avec ces raids dévastateurs russes qui visiblement se sont accélérés et vont continuer de s'accélérer ces prochaines heures, puisque le président ukrainien Volodymyr Zelensky alerte, un nouveau raid est imminent, après notamment celui qui avait touché la semaine dernière Kiev et ses alentours. Je rappelle qu'il y avait eu plus de 600 drones et missiles qui s'étaient abattus sur l'Ukraine en quelques heures seulement, en une nuit sur Kiev et sa région. Avant de retrouver sur place notre correspondant Guillaume Tac, écoutons cette alerte de Volodymyr Zelensky qui prévient les Ukrainiens, mais également le monde en règle générale, que son pays va probablement être attaqué très fortement ces prochaines heures. Nous disposons de renseignements indiquant que la Russie prépare une nouvelle frappe massive. Veuillez prêter une attention particulière aux alertes aériennes. Prenez soin de vos vies. Nos services fonctionnent efficacement et sont bien préparés. Les forces aériennes et les autres défenseurs de notre ciel travailleront 24 heures sur 24, comme toujours. Les questions de défense antiaérienne et la nécessité continue d'aider l'Ukraine à protéger son ciel sont notre priorité clé. Et on va prendre justement la direction de Kiev, retrouver notre correspondant sur place, Guillaume Tac. Bonjour Guillaume, c'est donc un nouveau raid dévastateur auquel s'attendent les Ukrainiens. Oui, effectivement, et cela fait déjà quelques jours. On rappelle que dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la Russie a tiré des dizaines de missiles, des centaines de drones contre l'Ukraine, principalement contre la capitale ukrainienne, et des scènes de dévastation que nous avons vues dans les heures qui ont suivi, avec au moins 2 morts et près d'une centaine de blessés. Et cela fait déjà plusieurs jours que les autorités ukrainiennes avertissent la population qu'un tel raid pourrait se reproduire. Ça fait suite déjà aux menaces émises par Moscou, et notamment par la représentante du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans les jours qui ont suivi, et qui enjoignait d'ailleurs les délégations diplomatiques européenne et occidentale à quitter la capitale ukrainienne. Donc cela fait déjà quelques jours que la capitale ici vit sous tension, et il y a fort à parier que malheureusement un raid similaire à celui de la semaine dernière se reproduise dans les heures
ou les jours à venir. Guillaume Tac, correspondant LCI en Ukraine à Kiev. Merci beaucoup Guillaume. Général François Chauvency, on a le sentiment, et on va le voir notamment dans les chiffres juste après, que c'est la nouvelle stratégie de Vladimir Poutine. La guerre, elle ne se passe plus sur le front, quasiment pas en tous les cas, parce qu'on le sait, le front est quasiment gelé, avec des rares avancées ici et là, et d'ailleurs même les Ukrainiens qui ont repris visiblement quelques kilomètres carrés. Ce n'est que symbolique, mais tout de même, la nouvelle guerre maintenant, c'est presque la terreur maintenant de Vladimir Poutine sur les Ukrainiens, sur les populations, sur les grandes villes. Bon, je ne suis pas certain que ce soit plus précisément les populations qui soient visées. Je pense que c'est déjà toutes les infrastructures qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien, que oui, il y a sans doute des populations qui sont visées, mais que la principale cible, c'est tout ce qui permet à l'économie ukrainienne de faire face à l'agression. Et ça, il faut quand même pas l'oublier. Aujourd'hui, on n'est plus dans... Bon, il y a des combats très durs, d'après tout ce qu'on peut lire, et c'est surtout maintenant... une guerre d'attrition dont on a beaucoup parlé il y a 3 ans, mais sous un autre aspect. C'était une attrition humaine. Ben là, on est dans l'attrition des capacités économiques de faire la guerre. Donc, de part et d'autre, on tape toutes les infrastructures, notamment énergétiques. Les frappes en Russie sur toutes les raffineries ont été extrêmement efficaces. Dans la profondeur, sur les circuits logistiques aussi. Et l'autre côté, qu'est-ce que font les Russes ? Ce qu'ils ont fait depuis le début, d'ailleurs. Hein. Ils n'ont jamais cessé. La différence, peut-être, c'est la masse. Il n'y avait pas autant de masse encore il y a quelques mois. Aujourd'hui, on est quand même à 600 drones, près d'une centaine de missiles de tout type. C'est quand même énorme, ce qui veut dire simplement que de l'autre côté, la Russie est capable de produire. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas... Alors, je sais que j'ai utilisé un mot qui a énervé quelqu'un, un certain nombre de personnes. Est-ce que c'est pas le désespoir de la Russie aujourd'hui de ne pas aboutir ? Et que finalement, cette accumulation de frappes toutes les nuits ou presque, c'est un moyen d'essayer de faire céder l'Ukraine, parce que sur le terrain physique, on n'y arrive pas, mais que dans la profondeur, on pourrait peut-être y arriver. Donc, on est aussi dans l'attrition morale, en plus de l'attrition, je dirais, économique de l'adversaire. En terrorisant les civils. Exactement. En terrorisant et massacrant les civils. Un peu ce que les Allemands ont voulu faire sur Londres. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que on est en train de dire qu'en fait, les Ukrainiens pourraient être terrorisés. Les Ukrainiens ne sont pas terrorisés. Ils sont résilients, ils se battent, ils résistent. Nous, on utilise un vocabulaire qui nous arrange. Oui, ils vont être terrorisés. Non, ils ne sont pas terrorisés. Bon, ils subissent, mais ils se battent, ils résistent. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Terrorisés voudrait dire qu'ils soient finalement sous l'influence russe. Pas du tout. Ah non, ils sont capables de faire face. Pas du tout dans ce sens-là, je l'utilise. Oui, mais justement, je me permets de rectifier, parce que le mot terrorisme, chez nous, a un autre sens. Non, j'ai pas dit terrorisme, j'ai dit terrorisé. La multiplication des bombardements chaque nuit qui se succèdent. Alors, d'une part, on s'habitue de manière assez paradoxale. Finalement, l'être humain s'habitue à beaucoup de choses. Mais pour des civils ordinaires, des mères de famille, des enfants, il y a un côté terrorisant qui est indéniable et qui est recherché par la Russie, par Vladimir Poutine. On sait bien que le peuple ne bougera pas, le peuple ukrainien. Ah non, mais bien sûr. Oui. Donc oui, il peut y avoir ces effets-là, mais je crois. Non, mais ça peut conduire à des exodes, par exemple. Et ça, c'est pas bon pour le pays. Je suis pas certain que ce soit l'objectif de la Russie, parce que les Ukrainiens, s'ils avaient dû céder, ils auraient cédé depuis longtemps. Vous parlez de masse, Général François Chauvency. Effectivement, on a toujours du mal à s'habituer à de telles images, mais regardez cette courbe, vous allez voir ces raids massifs, parce qu'effectivement, ce sont des frappes de drones et de missiles russes. Vous voyez les pics qui montent à 800, 1000 frappes. Ils sont beaucoup plus réguliers qu'il y a quelques semaines, quelques mois. Depuis juillet, allez, presque 1 an maintenant, elles se sont intensifiées. Les spécialistes ont fait leurs calculs, c'est à peu près 2 à 3 fois par mois aujourd'hui où il y a d'un coup d'un seul, en une nuit, 800 drones et missiles, 900, 1000 drones. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est peut-être ce qui va se passer dans les prochaines heures en Ukraine. Et Vladimir Poutine, visiblement, a organisé son économie de guerre et toute sa production militaire vers cette nouvelle stratégie. Regardez à la vitesse à laquelle aujourd'hui les Russes sont capables de produire un missile Iskander. 3 missiles par jour. Aujourd'hui, la production militaire russe sur ce missile, le calibre également, 1 missile par jour. Emmanuel Véron, c'est fascinant. Il y a quelques semaines, quelques mois, allez, 1 an ou 2, c'était 1 missile par jour. C'est 3 fois plus rapide aujourd'hui, la production de missiles russes. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la stratégie de Vladimir Poutine ? Oui, 2 choses. Je crois que la première chose, c'est la traduction nette des efforts de guerre de l'administration russe, donc de Poutine, si on veut, donc de reconversion
des industries, de concentration des ressources humaines sur la production de munitions, sur la production d'équipements de guerre, sur la production d'armes. Et ça, je le disais à l'instant, c'est en fait une politique nationale. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation, si je puis dire, des commandements militaires, mais il y a également derrière toute une logique, comme on dit en français, de BITD, de base industrielle technologie de défense, qui s'est considérablement transformée, recomposée depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous voulez, mais surtout depuis 1 an et demi, 2 ans, pour donner les effets que l'on a là, donc un par jour, un par mois, etc., de production Iskander, mais aussi de drones. Le deuxième sujet, donc ça veut dire que c'est dans la durée. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter l'été prochain, etc. C'est qu'on est inscrit dans un processus industriel et étatique, malgré les fragilités financières, économiques et humaines de la Russie, ils arrivent à produire ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et à horizon 2030, etc. Le deuxième sujet, c'est que pour faire ça, il faut bien de la ressource, il faut bien de l'argent, il faut bien des gens, il faut bien des hommes, il faut bien des ouvriers, et il faut des composants et des matériaux pour faire les missiles, pour les charges militaires, pour la partie combustion des missiles, etc., etc. Donc où est-ce que la Russie puise tout ça pour produire autant de drones, produire autant de missiles, avec des munitions plus ou moins complexes, plus ou moins avancées, etc. Je crois qu'on a la réponse maintenant depuis 2022, et on le voit à l'occasion de la visite de Poutine à Pékin la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours. Il est évident que la résonance des frappes russes en Ukraine, donc ça va probablement être cette nuit ou la nuit prochaine, donc 600, 800 000 drones et missiles, est corrélée au rapprochement, à l'imbrication diplomatico-militaire russo-chinoise. Il faut quand même rajouter juste que Trump a levé les sanctions contre la Russie, ce qui lui a permis d'avoir énormément de moyens, y compris pour donner son argent aux Chinois. Maya Kadra, rapidement et après Xavier. Oui, sur cette convergence russo-chinoise, bon, elle existe depuis le début de la guerre en Ukraine, mais oui, il y a eu cette levée partielle de sanctions. C'est pas le pétrole russe, donc une levée partielle. Et il ne faut pas oublier que la Chine s'approvisionnait essentiellement en pétrole en provenance de l'Iran, surtout après la signature, en 2021, plutôt d'un accord stratégique entre l'Iran et la Chine, d'un accord de plus de 300 pages, très opaque d'ailleurs, mais on a quelques fuites disant que la Chine peut acheter du pétrole iranien à des prix très intéressants, voire parfois à travers une opération de troc, donc contre certains services comme la construction d'autoroutes, de ponts, etc. En Iran, on voit très bien qu'avec cette guerre et le blocus américain sur le détroit d'Ormuz, la Chine se tourne vers la Russie. Alors elle s'est toujours tournée vers la Russie pour s'approvisionner en gaz et en pétrole, mais aujourd'hui d'une manière beaucoup plus intense, et c'est ce qui montre que voilà, la Russie, elle continue à l'industrie de guerre, ça continue plus ou moins normalement. C'est peut-être l'une des morales de cette histoire. Ça fait les affaires aujourd'hui de Vladimir Poutine, en tout cas économiquement. Et peut-être même militairement, Xavier. Ah oui, Trump donne un très bon coup de main à Vladimir Poutine. Il pourrait lui en donner. D'ailleurs, si jamais ça dure, ça va être encore pire, parce que il y a un moment des pays qui aujourd'hui n'achètent plus, l'Europe notamment, n'achètent plus de gaz russe, essaient de ne plus acheter ou le moins possible de pétrole russe, vont se poser énormément de questions. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'Allemagne va se dire, finalement, on devrait remettre en route Nord Stream parce qu'autrement notre industrie va mourir. Donc la guerre de Trump, elle a des conséquences qu'on ne peut pas encore mesurer. Et pour revenir sur ce que produisent aujourd'hui les Russes, on se souvient très bien qu'il y a 1 an et demi, tous les spécialistes nous disaient ils ne pourront jamais monter en cadence. Or, ils ont réussi à le faire, et avec ça, ils agressent toutes les nuits les villes ukrainiennes. Et on disait déjà ça au début de la guerre, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Vous parlez tout à l'heure, Xavier Giacomoni, de la résistance ukrainienne. Aujourd'hui, les Ukrainiens, comment ils réagissent? Évidemment, ils subissent et ils résistent aujourd'hui à ces raids massifs russes, mais ils arrivent aussi également à tourner en dérision. C'est une séquence ukrainienne qu'on voulait vous montrer. Vous vous souvenez, le week-end dernier, ils ont utilisé, les Russes, l'Oreshnik, ce missile réputé hypersonique, même nucléaire, le Noisty en russe. Dual, effectivement, on fait bien de le rappeler, Ahmed El-Khaï. Bien, regardez cette séquence des Ukrainiens qui tournent en dérision, en quelque sorte, ce missile réputé inarrêtable par Vladimir Poutine. Je dirais que ce type de démonstration de l'Oreshnik constitue une avancée majeure. En d'autres termes, il ne faut pas la sous-estimer. Le fait qu'il soit techniquement obsolète, il fonctionne. Il n'est pas neutralisé par la lutte électronique et il est difficile à abattre. Général François Chauvency,
même un Oreshnik aujourd'hui réputé inarrêtable ne fait pas peur aux Ukrainiens. C'est conforme à ce que j'ai dit tout à l'heure. Terroriser les Ukrainiens, non, ce n'est pas possible. Moi, je reste conforme à ce que j'ai dit il y a quelques instants. Maintenant, les Oreshnik... J'ai parlé d'une volonté. Vous voyez que ça fonctionnait. Les messages européens. Zelensky a dit quand même, j'ai retrouvé un truc qu'il a dit en 2024, en parlant de l'Oreshnik à l'époque, quand on en parlait au début, il énonçait qu'il y aurait une capacité russe de produire 6 Oreshnik par an. Pas plus. J'ai pas vu d'autres chiffres depuis, peut-être un peu plus, je n'en sais rien. Oui, je crois que c'est resté comme ça. Voilà, donc 6 par an. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, ils ne sont pas arrêtables, ils sont bien tombés sur Kiev. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? On n'en sait rien. Est-ce que c'était pas vraiment... rien. Voilà, c'est une explosion, point. Donc, il y a une capacité, oui, visible, à un moment donné, une arme psychologique, en quelque sorte. Oui. On est dans l'arme psychologique. Pour terroriser. Maintenant, est-ce qu'il y aura plus après ? L'Oreshnik est un missile assez complexe. Par contre, il est inarrêtable, ça c'est sûr. Mais combien il y en aura ? Je pense pas beaucoup, de toute façon, mais il y en aura toujours de trop. On continuera d'en parler, évidemment, sur LCI. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi, Général François Chauvency, Maya Kadra, Ahmed Elkei, Emmanuel Véron et Xavier de Giacomi. Je rappelle que vous pouvez écouter évidemment cette émission du Grand Dossier le week-end, la semaine, sur vos plateformes de téléchargement. Vous regardez, vous tapez le Grand Dossier et vous avez accès à toutes les émissions. Voilà,